Nous sommes le jeudi 27 juin 2024, ici Danick Julien, le dernier bulletin d'information couvrant Portneuf et ses environs avant la pause estivale. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, était de passage dans Portneuf jeudi. Charles s'est entretenu avec lui. La ville de Saint-Uribe aura une nouvelle exposition présentée au Portneuvois pour une seconde année consécutive avec le passage du musée ambulant. Un tournoi de soccer a eu lieu le 16 juin dernier à Donnacona pour les nouveaux arrivants de la région. Aubert a préparé un reportage et finalement, on vous réserve un reportage sur les séjours exploratoires qu'offre Place aux jeunes dans Portneuf. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, était en compagnie du député Vincent Caron le 20 juin dernier pour découvrir plusieurs commerces agricoles de la région. Les deux hommes politiques ont rencontré les médias au casse-croûte du roi de Deschambault. Voici ce que Charles Laviolette, notre reporter, en a retenu. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a effectué la semaine dernière une tournée portneuvoise. En compagnie du député Vincent Caron, le ministre s'est rendu à la ferme Verty ainsi qu'à la ferme Arc-en-Ciel du Paradis, à l'école du Bon Pasteur à Cap-Santé, chez la productrice de fleurs coupées Geneviève Robert, au casse-croûte du Roi, à la crèmerie générale et a terminé au poulailler Portneuf. Le ministre et le député ont été rencontrer les médias au casse-croûte du Roi à Deschambault et ils en ont profité pour vanter le bilan de leur gouvernement en agriculture. Comme ministre de l'Agriculture, j'ai toujours un grand plaisir, surtout pendant l'été, de prendre des journées et d'aller passer du temps avec de mes collègues qui ont l'opportunité de me présenter et de me faire rencontrer des gens qui ont des entreprises inspirantes sur leur territoire. Quand les gens dans le milieu agricole, ce qui les fait se lever ce matin, c'est une passion. Puis là, quand ils se donnent les moyens d'opérationnaliser leur passion par des kiosques, par des cultures et tout ça, ça donne des beaux moments. Souvent, on a tendance à aller voir des grosses fermes, etc. Là, on voulait prendre un moment pour aller rencontrer des plus petits entrepreneurs, mais qui sont tout aussi inspirants et surtout, on a vu de beaux projets. Ouais. Comme depuis qu'on est en poste, on a vraiment travaillé fort pour faire croître le nombre de fermes, qu'il y ait beaucoup moi j'appelle ça des étincelles, qu'il y ait beaucoup de projets qui naissent. C'est sûr qu'il y en a qui réussissent, puis il y en a qui après quelques années, ça ne fonctionne pas. Mais on a quand même aidé à contribuer à faire naître un nombre très, très important de fermes au cours des dernières années. L'an passé, ça a été une saison excessivement difficile, principalement pour le secteur maraîcher, mais aussi dans une autre partie du Québec, l'Abitibi, des très, très grandes sécheresses. Alors, on a mis en place tout un accompagnement d'urgence, avec un fonds d'urgence, mais un accompagnement presque personnalisé auprès de centaines et centaines d'entreprises. On a continué ce travail-là tout le printemps. Puis la semaine passée, là, j'ai fait une annonce importante là, avec le président de l'Union des producteurs agricoles pour venir consolider ce soutien d'urgence-là qu'on a donné depuis l'an passé, mais en même temps, il y a beaucoup de provisions pour l'adaptation au changement climatique, toute cette question-là de venir accompagner les différents secteurs là, pour les aider à s'adapter. Au point de vue de l'agriculture, 2020, l'automne, ça a été une année de beaucoup. C'est là qu'on a vraiment mis
des piliers au sol, si on veut, sur quoi on voulait faire croître notre agriculture. J'ai lancé la stratégie pour la croissance des serres, j'ai lancé la stratégie pour accroître l'autonomie alimentaire, j'ai lancé la première stratégie nationale d'achat des aliments du Québec par les institutions. Bien, si on prend tout ça, bien, quand on est arrivé à la fin de 2018, le revenu agricole au Québec, c'était 8,4 milliards. Cette année, c'était plus que 12 milliards de dollars. Il y a un petit bout, là, il y a un petit bout que ça fait en sorte qu'on a contribué à ça. En même temps, je veux dire, on a des producteurs, des productrices, puis des consommateurs qui font un travail exceptionnel, mais on a quand même posé des gestes qui est très affirmatifs au point de vue de nos intentions puis la direction qu'on voulait que ça prenne. Puis jusqu'à maintenant, même avec l'an passé, on a eu une année difficile, mais même à travers ça, là, quand on regarde l'avenir, là, ce qu'on fait sur le territoire, là, c'est très dynamique. Là. Nous autres, quand on est arrivé, là, c'est sûr que je vais faire un petit peu de politique, là, mais les gens qui avaient été là avant nous, je veux dire, ils ont presque abandonné le secteur agricole pendant des années. Alors, nous, ce qu'on a fait, je veux dire, on a remis la lumière sur le secteur agricole. Après ça aussi, une partie importante de la production agricole, c'est la transformation alimentaire. Bien, avec mon collègue qui est ministre de l'Économie, on a mis en place ce qu'on a appelé l'équipe économique bioalimentaire Québec, où on voulait s'assurer que tout le monde travaille ensemble pour ne pas laisser tomber aucun projet. Tous les projets porteurs, qu'on puisse trouver une façon de les accompagner. À Investissement Québec, ils ont créé une division pour la transformation alimentaire. Ils ont créé un fonds pour l'agroalimentaire. Alors, c'est toutes des choses qui n'existaient pas avant puis qui existent aujourd'hui. Fait que si vous me demandez qu'est-ce qui nous distingue, bien, je veux dire, c'est qu'on a eu une vision puis on a posé des gestes pour mettre en œuvre cette vision-là. Là. Ce mercredi 21 juin, un incendie a dévasté la ferme laitière familiale Thomas-Louis-Denis et Fils, située sur Laurent-Saint-Paul à Saint-Tubal. Quelques 180 vaches laitières ont péri dans l'incendie. Le ministre André Lamontagne et le député Vincent Caron ont commenté le drame. C'est sûr que mes meilleures pensées, quand Vincent m'a dit ça ce matin, là, chaque fois qu'il y a une ferme, des animaux, tout ça, c'est toujours d'une grande tristesse. Là. Dès hier, quand on a été informé, on s'est mis à travailler avec le cabinet d'André parce que c'est proche de 200 bêtes qui ont péri dans tout ça. Mais il faut travailler, surtout avec des températures aussi élevées que celle-ci. Il faut travailler rapidement, donc il fallait obtenir les autorisations pour pouvoir disposer des animaux dès ce matin à la première heure. Donc on a travaillé avec le cabinet pour obtenir tout ça avec le préfet. Donc c'est sûr que c'est toujours dramatique. Mais comme André le disait, puis on a un exemple à Saint-Raymond avec la ferme Drôlette, et on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Ça a été dramatique, mais aujourd'hui c'est une ferme tellement moderne que on espère pour eux que tout ça va se rétablir le plus rapidement possible. Mais bien entendu, on est solidaires dans leur détresse et puis on va les accompagner s'ils ont besoin d'aide, qui appellent au bureau. Puis c'est sûr que moi, je vais faire le pont avec le ministère et le cabinet du ministre. L'an passé, la municipalité de Saint-Uribe accueillait une exposition importante dans le cadre de son 125e anniversaire, mettant en valeur certaines œuvres de Jean-Paul Riopelle. Cette année encore, des activités semblables seront tenues dans l'église et dans la salle communautaire de la municipalité, comme Saint-Uribe accueille le musée ambulant. Jeanne Couture, responsable du musée ambulant, explique le concept de ce musée qui se promène à la grandeur du Québec et au Canada. C'est un organisme qui a été fondé en 2017. Alors, on est à la 7e, 8e année d'opération en ce moment. Et c'est un musée nomade. Et c'est tout à fait dans l'ADN de cet organisme-là que d'investir une église comme ici, parce que le musée n'a pas d'espace physique. Hein. D'habitude, les musées, les lieux d'exposition ont un espace physique, ont 4 murs, puis ils présentent leurs œuvres là. Au musée ambulant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le contraire. On va directement où le public se trouve. Le public se trouve à plein d'endroits, de façon naturelle, dans les écoles, dans les garderies, dans des festivals, dans des CHSLD, dans des lieux comme ça où on est déjà. Alors, le musée ambulant a commencé, l'organisme a commencé vraiment dans les écoles primaires et secondaires. Ça a été vraiment le début de l'organisme. Puis maintenant, on est un petit peu partout, dans toutes sortes de contextes.
Et de venir s'installer pendant 5 semaines, comme on va le faire ici, c'est vraiment super excitant parce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans une programmation que je vais vous présenter aujourd'hui. L'an passé, Riopelle à Saint-Uribe a été un franc succès culturel et la municipalité continue les efforts pour animer la communauté. Voici à nouveau Jeanne Couture. La municipalité a été vraiment d'une très grande aide et ils vont l'être de tout l'été avec nous parce qu'on a aussi la salle communautaire. Hein, donc vraiment, on se fait prêter tout ce qu'il y a de collectif à Saint-Uribe. La salle communautaire ici, les espaces de stationnement, même que Jacques habite tout près, on se stationne chez eux aussi, donc merci beaucoup. Et c'est une retombée directe. Jacques le disait, mais Riopelle à Saint-Uribe, ça a été vraiment un moment très important, je pense, pour la MRC de Portneuf. Et dont les retombées vont se faire sentir pendant des années, je suis certaine. Et là, nous, quand on a arrêté, hein, quand on a mis la clé dans la porte de l'église l'année passée, ça a été vraiment émotif. Écoute, on ne voulait pas fermer cette église-là. Je pense que je n'étais pas la seule. Notre équipe, la population de Saint-Uribe, ça a été vraiment touchant la dernière journée qu'on a faite ici. Caroline qui était là aussi pour le brunch, je me souviens, tu sais, bon, hey, je veux rester, je veux refaire un café encore. Donc, on a eu beaucoup de messages comme ça. Dans les semaines aussi qui ont suivi le projet l'année dernière. Et on a décidé de demander des subventions, en fait, de faire des demandes de subventions dès l'automne pour pouvoir avoir un financement pour refaire un projet comme on avait vécu, un projet collectif de communauté. Donc, c'est cette année le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts du Québec qui finance ce projet-là. Donc, Jacques Delisle et Vincent Caron commentent à leur tour l'arrivée de cette nouvelle offre culturelle à Saint-Uribe. Les voici à tour de rôle. Cet été, vous aurez l'occasion de découvrir le travail de 20 artistes, dont 2 de Saint-Casimir et 2 de Saint-Léonard, et d'autres provenant d'ailleurs au Québec et au Canada. Et nous revenons avec une offre alimentaire cet été, un restaurant éphémère pendant les 5 semaines de l'événement. C'est quelque chose qui a été très apprécié l'an dernier. J'ai la chance aussi, moi, de pouvoir passer un peu de temps à Québec, vous le savez, durant l'été, et d'avoir un logement au centre-ville de Québec. Et souvent, on voit le musée ambulant installé au centre-ville, et parfois même, je déplore qu'on ne le voit pas suffisamment, selon moi, dans Portneuf. Donc là, cette année, eh bien, on aura l'occasion de découvrir exactement de quoi il en ressort. Jeanne Noreau explique qui sont les artistes portneuvois qui seront exposés dans le musée ambulant de Saint-Uribe cette année. La voici pour une dernière fois. D'abord, on va avoir une exposition. Évidemment, c'est ce que le musée ambulant est. Le musée ambulant, c'est un musée, donc on achète des œuvres. On a une collection d'œuvres d'art. Et cette collection-là, on va en présenter une partie ici dans l'église. L'année passée, on avait un seul artiste, Jean-Paul Riopelle, où on présentait des gravures. Et là, cette année, on est vraiment ailleurs. On a 21 artistes différents, des artistes de la collection du musée. Oui, ceux qui n'en ont pas, Anne-Gabrielle va vous distribuer ça, merci. Donc, la collection du musée ambulant compte à peu près 175 œuvres. Donc, on a beaucoup de stock. On en présente une vingtaine, un petit peu plus qu'une vingtaine ici cet été. Et ça nous permet de réutiliser, vous voyez, les cimaises de l'année passée, pour ceux qui sont venus. On réutilise aussi l'équipement d'exposition qu'on a construit l'année passée pour Riopelle. Alors, on va présenter, je vous nomme les artistes qui vont être ici cet été. Toutes sortes de médiums aussi là, qui vont être mis de l'avant. Jacques le disait, on a 4 artistes de Portneuf. Je vous les présente. Marie-Fauve Bélanger, qui est sculpteur, elle nous présente des sculptures. Mathieu Fecteau, de Saint-Léonard, également, présente une œuvre textile. Émilie Proux, qui présente une série de broderies, de sculptures brodées, un petit village avec une église au centre qui ressemble beaucoup à Saint-Uribe, vous allez voir. On a également Audrey Demestre-Roberge, qui est résidente depuis peu de Saint-Casimir, qui présente une installation photographique. La présence du musée ambulant à Saint-Uribe se fera du 18 juillet au 18 août. La 22e édition du Symposium de Cap Santé débute ce samedi 28 juin et se termine le lendemain cette année. 70 artistes vont afficher leurs couleurs dans l'événement bien ancré dans la municipalité qui est sous la présidence d'honneur de Catherine Blackburn. Philippe Papillon s'est entretenu avec les organisateurs. Voici l'entrevue qu'il a réalisée.
Oui, bonjour, je m'appelle William Doré, je suis coordonnateur adjoint du symposium Cap Santé Riche en couleurs qui est en fin de semaine, le 29 et 30 juin. Je suis en compagnie de Jeanne Neuraud, la présidente, et Catherine Blackburn, notre présidente d'honneur. Ça va bien? Oui, ça va très bien, oui, absolument. Justement, on est dans les préparatifs, puis ça va bien. Là, c'est notre 22e édition. Et puis, on a reçu 92 inscriptions pour le symposium de cette année. On doit n'en retenir que 70. Alors, le choix a été assez difficile. Maintenant, bien, c'est fait, puis on est prêt là, pour le grand jour, pour les grands jours. L'horaire, c'est samedi de 10h à 5h et dimanche de 10h à 4h. Alors, on vous invite tous à venir nous voir. On a beaucoup de talent ici. Et puis, bon, bien, là, on va vous présenter Mme Catherine Blackburn, notre présidente d'honneur cette année. Alors, Catherine est native de Bellechasse. Elle a fait ses premières expériences là-bas. En 2011, elle est arrivée ici à Cap Santé, 2003. OK. Alors, 2003, c'est que qui prend mari, prend pays. Alors, Catherine est venue ici s'établir puis créer une famille. Et puis, elle a travaillé avec nous autres durant le symposium 2014, 2015, 2016. Alors, puis, c'est elle qui a justement, qui nous a fait l'ébauche de notre logo, le fameux papillon qu'on voit un peu partout, là. Jeanne, je voulais savoir pourquoi le comité organisateur a choisi Catherine Blackburn comme présidente d'honneur cette année. Disons que c'était très facile parce qu'on connaissait déjà Catherine, justement, parce qu'elle a travaillé avec nous. Et puis, c'est une artiste de renommée. Elle a fait, justement, cette année, c'est une grosse année pour elle parce qu'elle a fait un livre et tout ça. Et puis, on l'avait toujours dans la mire. Il ne faut pas oublier Catherine. C'est comme ça que ça s'est passé. Veux-tu m'expliquer c'est quoi ton lien avec le symposium Riche en couleurs à Cap Santé? Le symposium, là, quand je suis arrivée ici, j'étais une jeune artiste, une jeune maman aussi, en 2003. Puis le sympo, c'était tout petit à l'époque, ça se faisait sur le vieux chemin. Puis les artistes exposaient dehors, travaillaient dehors. Je trouvais ça tellement beau et inspirant. Je m'étais inscrite. Puis ça a été vraiment mon premier événement que j'ai participé. Puis avec d'autres artistes. Fait que pour moi, c'est comme un... En plus, c'est chez moi, c'est un endroit là, où je vis depuis 21 ans. Fait que pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour ça, personnellement. Puis aussi, quand mon conjoint est décédé en 2013, j'avais besoin de me retrouver. Puis l'année d'ensuite, on m'a approché, c'est Jeanne qui m'avait appelé pour me demander si je voulais faire partie du comité. C'était vraiment un nouveau comité qui était en train de monter. Puis j'ai dit, OK, je vais être votre artiste dans le comité. Puis j'ai trouvé vraiment des amis extraordinaires. Ça a été une belle façon pour moi de continuer, de retrouver le goût à la vie. Fait que ça a été 3 belles années. Fait que oui, c'est pour ça que... oui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous autres cette année. Vraiment, je suis très, très honorée. Puis tu tiens une toile entre tes mains qui va être à gagner. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ce tableau-là, en fait, c'est la 3e fois qu'on me demande d'être présidente d'honneur. Puis à chaque fois, je trouve ça tellement généreux. Bien, je trouve que c'est un honneur, carrément, là, d'être présidente d'un événement. Puis j'ai vraiment ce souci-là de remercier le comité, puis de mousser aussi l'événement, puis de créer une œuvre exprès pour l'événement. Alors là, ce que j'ai fait, je me suis vraiment inspirée du vieux chemin, de l'âme de Cap Santé, avec un artiste à l'œuvre. C'est le titre de l'œuvre, d'ailleurs. Donc, l'artiste à l'œuvre qui est en train de peindre en direct sur le vieux chemin avec un petit couple d'amoureux qui se promènent. Alors voilà, c'est mon œuvre que j'ai offert pour le symposium de Cap Santé pour faire tirer lors de l'événement.
Catherine, veux-tu nous expliquer de quelle manière on peut gagner la toile de Catherine? Eh bien, c'est facile. Justement, on a notre logo qui est le papillon. On a aussi l'effigie de Cap Santé Riche-en-Couleur, qui est un papillon. Justement, William a son papillon sur lui, là. Et puis, il s'agit d'en acheter un au coût de 5 $. Puis, ça vous donne la possibilité de gagner la fameuse toile de Catherine. Les propriétaires du restaurant-motel Chavigny de Deschambault-Gronzine ont procédé à la rénovation de leurs 29 chambres dans les derniers mois et en ont profité pour ajouter de nouvelles chambres adaptées pour les personnes handicapées, en augmentant donc le total à 3. Donc, voici Vincent Perron, président du restaurant-motel de Chavigny, qui explique le processus. C'était la réflexion de la mise à jour de toutes les chambres. Ah, oui, on a 29 chambres, fait que 26 chambres qui ont été aménagées dans le même look, pareil, qui roule, mais pas adapté pour mobilité réduite. Là. Okay. Fait que en fait, le bâtiment complet devrait être à jour là, sous peu. Là. On devrait être au bout du jour. Okay. Concernant les modifications du bâtiment, l'entrée du restaurant sera retouchée afin que l'accessibilité y soit améliorée. Les chambres sont équipées avec des salles de bain adaptées, des portes plus larges, des boutons poussoirs et j'en passe. Pour M. Perron, la clientèle qui nécessite ces chambres est non négligeable. Le voici à nouveau. Ici, on a une très grande clientèle, souvent pas en chaise roulante, mais des gens avec des marchettes ou des... donc, c'est important pour l'accessibilité pour tous. Là, ça va être un grand morceau pour le restaurant. Puis les chambres, ben, ça va être accessible pour les gens à mobilité réduite. On se faisait, je dirais même plus que plusieurs fois par semaine, là, on se fait demander des chambres à mobilité réduite. On en avait combien, Xavier? Une, mais là, on refusait. Là. Fait que ça va être un besoin adapté. Vous allez voir, j'ai préparé, tu vas voir une chambre. On a une chambre en face de la chambre qui roule, qui est pas adaptée, puis la chambre adaptée, mais c'est des petites chambres quand même, donc la chaise roulante, elle passait pas. C'était désagréable pour les gens parce que les grandes chambres, malheureusement, sont au 2e étage. Fait que c'était désagréable pour les gens à mobilité réduite qui ne pouvaient pas y aller. Maintenant, tout le monde peut y aller. Pour aider à la portion des travaux qui ajoutent des chambres adaptées, le gouvernement du Québec a fait don via l'organisme qui roule de 100 000 $. Voici le député Vincent Caron. Je suis fier d'annoncer au nom de notre gouvernement une aide de 100 000 $ via l'organisme Kéroul. Vous savez que l'organisme Kéroul est vraiment spécialisé pour accompagner justement à la fois les établissements hôteliers, mais les organismes qui veulent se rendre admissibles à des subventions pour permettre l'accès plus facile. Alors, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on s'est déjà rencontrés, mesdames, messieurs les journalistes, dans différents chalets de Portneuf où on avait visité des installations qui étaient mises à niveau pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Et bien aujourd'hui, on a un hôtel dans Portneuf qui s'illustre par cette vocation qui se donne d'être accessible aux personnes handicapées. Alors, Accès Travail Portneuf a tenu le 18 juin dernier un événement spécial destiné aux nouveaux arrivants de Portneuf qui travaillent dans la région. Il s'agissait d'un tournoi de soccer à Donnacona. Voici le reportage d'Aubert Tremblay. C'est Accès Travail Portneuf qui organise ça, là. Hein? Ben, on est l'organisme principal qui chapeaute cette activité-là, effectivement, avec la collaboration de la Ville de Donnacona, la MRC de Portneuf, Alcoa. Dans les valeurs d'Alcoa, l'intégration, la participation avec la communauté, ce sont des valeurs qui sont super importantes. Puis on a des valeurs aussi de diversité, d'inclusion, d'équité. Et ça correspondait parfaitement avec ce que Accès Travail Portneuf fait dans la région, c'est-à-dire de viser l'intégration des gens, des immigrants qui sont saisonniers, temporaires. C'est la 3e édition cette année, donc oui, on la répète à chaque année. C'est la 2e année qu'on l'a fait ici à Donnacona. Puis c'est pour favoriser en fait les rencontres multiculturelles, si je peux dire.
chez Alcoa, en fait, on fait 15 programmes actions par année. Nos programmes actions, ce sont des activités de bénévolat auxquelles les employés sont invités à participer. Ça fait partie, en fait, de notre évaluation annuelle, le nombre de participations qu'on fait dans toute activité de bénévole à travers l'année. La Fondation Alcoa, à chaque organisme, sur les 15 programmes qui sont sélectionnés par année, la Fondation remet 3 000 à l'organisme. Vous attendez combien de bénévoles aujourd'hui ici d'Alcoa? Là, on en avait 18 d'inscrits. Des fois, il y a des gens qui se présentent aussi spontanément. Aujourd'hui, dans les tâches de bénévolat qui étaient possibles, les gens pouvaient être arbitres, les gens pouvaient aussi être à l'accueil. Il y a le service des repas sur l'heure du midi. Les gens pouvaient être aussi joueurs. Il y avait aussi donc l'animation parce qu'il y a des jeux pour les jeunes. C'est ça, j'aime ça. Ça nous permet de créer des liens aussi entre nous parce que des fois, dans le travail, il y a des gens qui sont aux opérations et des gens à l'administration. Des fois, on n'a pas toujours l'occasion de socialiser entre nous. Vous organisez des matchs de soccer de façon plus régulière aussi, là. Cette année, on offre du soccer dans 5 villes différentes, comté de Portneuf. Donc, il y a, selon la journée, le vendredi, par exemple, on est à Saint-Marc, le samedi à Saint-Raymond, et puis on a Saint-Basile et Portneuf les dimanches, puis il y a aussi Saint-Ubald qui vient de se mettre en place les fins de semaine. Les matchs de soccer qu'on organise sont ouverts à toute la population. Après, notre clientèle chez Accès Travail Portneuf, c'est effectivement des travailleurs temporaires ou des immigrants. Donc, eux, ils sont vraiment au courant, mais c'est pas réservé, les parties, aux travailleurs temporaires. C'est pour tout le monde. Je m'appelle Manu, comme tout le monde me connaît ici. Et je travaille pour Accès Travail Portneuf. Je suis engagé à développer les soccer, toutes les activités dans la région de Portneuf. Est-ce que c'est facile de recruter des joueurs? C'est facile parce que c'est un sport qui recrute tout le monde, c'est la passion pour le soccer, donc c'est pas difficile. Est-ce que vous avez des Québécois aussi au travers ou seulement des travailleurs temporaires? Ça, c'est la partie plus difficile de trouver des Québécois, mais il a des Québécois qui viennent à profiter aussi, qui jouent très bien, comme mon ami Danny Ayot, qui joue, qui vient, qui apprend l'espagnol aussi à cause de tous les travailleurs qui viennent. Puis c'est ça, il a 2, 3, 4 gars qui viennent jouer québécois. On aimerait qu'ils viennent plus encore. Oui, pour faire plus d'échanges interculturels. Mais oui, c'est ça l'intention d'Accès Travail Portneuf. Moi, je m'appelle Amina. Amina Haladda Elena, je travaille chez Accès Travail Portneuf et je m'occupe du programme de jumelage interculturel, qui est un programme qui est financé par le ministère de l'Immigration afin de permettre aux nouveaux arrivants immigrants et les membres de la communauté de pouvoir se rencontrer, faire des activités ensemble, échanger sur leur culture respective. L'objectif principal, c'est de faciliter l'intégration, le processus d'intégration des nouveaux arrivants. Vous savez, quand les personnes arrivent ici, elles sont dépaysées, elles ne connaissent pas la culture, elles ne connaissent pas comment fonctionne la société. Alors, être en contact avec une personne membre de la communauté, ça leur facilite cela. Venga a comer, ¿no? Si quiere. ¿Recibieron sus informaciones de la CNSST? No. ¿No? Entonces, aquí está un cartón, va a encontrar un código QR sobre sus derechos y obligaciones en el trabajo, normas minimales de trabajo. Si tienen cualquier pregunta, pueden venir a vernos, estamos justo ahí. Nosotros somos la entidad gubernamental que se encarga de eso. Muchas gracias. Nada. Puedo decir que estamos familiarizados como trabajadores de diferentes partes de Guatemala y con orgullo representamos esto y nos organizamos allá en Guatemala para traerlo todos. Y específicamente un compañero se encarga para tomar los números, la talla y cuando ya estamos en el aeropuerto, cada quien agarra su uniforme. Je suis un nouvel arrivant. J'ai ici 2 mois. Ah oui? Oui, 2 mois. J'aime la vie ici, c'est tranquille et plein de joie.
Et vous venez d'où, votre pays d'origine? Le pays d'origine, c'est de la Tunisie. Tunisie. Oui, et vous avez... nord d'Afrique. Ouais. Oui. Et vous avez un contrat pour... vous travaillez toute l'année? Comment ça marche? C'est un contrat avec 3 ans. 3 ans? Oui. À temps plein? À temps plein, oui. Avec des vacances? Vacances 2 semaines par année. Je crois que ça. Et vous retournez en Tunisie pendant ces 2 semaines-là? Non, mais le ressource humaine m'a dit qu'il peut me donner 5 semaines. Ah! Oui. OK. C'est une société, c'est une société très intelligente et il veut que leurs travailleurs avoir leurs sentiments avec des enfants et des familles. Ah Ils oui. respectent tous les gens au sein de là. Et si ça va bien, est-ce que vous pensez faire venir votre famille, justement, avec vous des enfants? Oui, c'est ça. Je veux faire le parrainage avec ma femme et mes enfants. Vous venez d'où, là, d'origine? Du Cameroun. Du Cameroun? OK. Est-ce que... Puis vous venez, c'est un contrat annuel pendant combien d'années, ça? 2 ans. 2 ans? Oui. OK. Ça veut dire que vous... J'ai déjà renouvelé et maintenant, j'ai déjà ma RP. Votre? RP. RP, résidence permanente. Ouais. OK. Fait que ça a commencé par le travail pour vous? Oui, ça a commencé par le travail. OK. Fait qu'on peut effectivement devenir Canadien en commençant par le travail. Oui, c'est ça. Et c'est ce que vous vouliez dès le départ, j'imagine? Oui, c'est ça. Aubert Tremblay pour CJSR. Au retour de la pause, je m'entretiens avec Léo-Denis Carpentier et Daniel Dusablon pour parler des soirées de poésie entre chiens et loups. Restez des nôtres. Les soirées de poésie entre chiens et loups ont toujours lieu à Saint-Casimir cette année pour la 4e édition. Pour parler de la programmation et des soirées de la poésie en général, nous avons avec nous Daniel Dusablon et Léo-Denis Carpentier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Madame Dusablon, vous êtes un peu à la charge des soirées de poésie entre chiens et loups pour la 4e édition. Donc, votre événement, comment va-t-il après, justement, 3 ans derrière la cravate? Comment ça va entre chiens et loups? Bien, il va beaucoup mieux. Ouais. Parce qu'en fait, on a modifié notre façon de faire. Avant, c'était strictement de la poésie, donc des textes. L'année passée, on a inclus la musique. Et ça a été un bon virage. Le fait que nos soirées de poésie entre chiens et loups, poésie et musique, c'est beaucoup plus... Les gens participent davantage parce qu'ils peuvent chanter avec nos artistes qui viennent nous voir, c'est ça. Alors, on commence en grand cette année avec Léo-Denis, avec son recueil de poésie. Et puis, le 3 juillet, à l'Hôtel de Ville à Saint-Casimir. Et toutes nos activités sont gratuites. Et on va terminer en beauté le 21 août
à Saint-Léonard festif pour le 125e de la ville, de la municipalité de Saint-Léonard. Donc, vous avez 5 soirées de poésie à Saint-Casimir, à l'Hôtel de Ville, gratuitement, et ensuite, à Saint-Léonard, il va y en avoir une supplémentaire. Oui, tout à fait, et c'est toujours gratuit. Et puis, alors, avec Léo Denis, évidemment, le 3 juillet, après Léo Denis, on va avoir Denis Côté, l'as de l'accordéon. Alors, Monsieur Côté, qui est bien connu, une célébrité du comté, une célébrité évidemment de partout, originaire de Sainte-Christine d'Auvergne. Et puis, le 10 juillet, Monsieur Aubert Tremblay et Nicole Robert, qui vont nous charmer, comme l'année passée, avec, par leur voix et guitare, de poèmes de Verlaine à Nelligan. Et aussi le 10 juillet, Guy Sauvageau, qui va nous interpréter du Moustaki, Félix, etc. Et les gens dans la salle vont pouvoir les accompagner. Le 17 juillet, toujours à Saint-Casimir, Marjolaine Hébert, qui, elle, est une artiste multidisciplinaire. Et il va y avoir aussi Madame Viviane Bauge, qui va nous parler du livre qu'elle a écrit. Elle va être accompagnée à la guitare de M. Réal Ferland. Elle va peut-être aussi nous parler un peu de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Alors, un sujet très sensible, et puis, je pense que ça va intéresser les gens. Et le 7 août, c'est l'ouverture officielle du Festival de films pour l'environnement. Alors, donc, encore là, Léo Denis, on ne s'entende pas, hein? On aime ça, hein? Et puis, on va avoir M. Christian Bégin qui va être là, notre marraine, nos présidents, Nadine Baudet et Christian Fournier. Et puis, on a toujours aussi nos élus qui viennent nous raconter fleurette. Donc, le préfet, M. Godreau et Mme Baillargeon. Qui vont être là encore cette année et qui vont nous déclamer quelques poèmes de leur cru. Ensuite, le 14 août, alors toujours à Saint-Casimir, Mme Nicole Capineau, M. Jacques Montembeau, chant et guitare des années 50. OK. Vous n'étiez pas au monde, là, mais... Mais je pense que c'est quand même vintage et les gens aiment bien se rappeler des années folles. Et M. Dosti, qui est un instigateur pour les déjeuners de guitare à Saint-Uribe, qui va être présent avec nous. Donc, on va passer de Brassens au Cowboy Fringant, Francis Cabrel, Daniel Bélanger, un beau melting pot pour un peu intégrer tout le monde. Puis après, on s'en vient à Saint-Léonard. Tout à fait. Et à Saint-Léonard, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial de prévu pour ça? Ou est-ce que je pose la question trop tôt? Il y a peut-être des surprises qu'on veut garder? Ah non, on veut pas. Non, on veut avoir beaucoup de monde. Premièrement, on est très, très bien reçus dans le Nord, de notre beau comté. Alors, à Saint-Léonard, lorsqu'on a fait notre première rencontre, c'est ça, avec M. Mathieu Fecteau, qui est, je dirais, le maestro. Oui. Alors, lui, s'est chargé de trouver les gens qui viendraient à la soirée du 21 août. Alors, c'est toujours à 19h et c'est à la Belle Église de Saint-Léonard. Donc, on va avoir M. Jean-Michel Caron, M. Raphaël Benoît, M. Éric Trudel, poésie, Mme Patricia Dubé, qui va faire un récit poétique original sur Saint-Léonard. Okay. Et puis, on termine avec M. Coulombe, poésie et projection vidéo. Et peut-être que M. Joël Godin va venir aussi nous raconter fleurette, raconter fleurette, comme on dit. Alors, parce que normalement, nos députés sont présents à une de nos activités, oui. Alors, la première soirée, c'est justement avec Léo Denis Carpentier que ça va avoir lieu. On va aller à cette partie d'entrevue maintenant. Monsieur Carpentier, vous avez publié un recueil, c'est votre premier. Oui. Pouvez-vous en parler un peu? Il sera publié le 3 juillet. Okay. C'est mon échantillon. Ouais. Donc, je suis bien content de la couverture. C'est une artiste de Portneuf, Cathy Raymond, qui l'a faite. Et aussi, elle a illustré certains de mes poèmes. C'est des poèmes et des récits. Dans le fond, ça a un lien directement avec moi depuis que j'ai à peu près 12, 13, 14 ans.
Parce qu'à chaque fois que je passais devant la maison d'Alain Grandbois, je suis venu à 4-5 maisons de la maison natale du poète Alain Grandbois, bien, j'avais, tu sais, quasiment comme quelqu'un qui passe devant, je sais pas, une cathédrale, il fait... j'avais tellement de... Puis j'ai jamais voulu publier, parce que je me disais, je suis loin d'être... d'arriver à la cheville de Grandbois, mais là, on m'a comme un peu poussé, donc Mme Dusablon a dit, ben tu devrais peut-être publier tes récits. Donc, c'est des récits depuis que j'ai l'âge de 15 ans, puis jusqu'à dernièrement encore, décembre 2023, les derniers qui sont là-dedans. Donc, Poésie éparse, c'est le nom de votre recueil que vous allez lancer le 3 juillet. Bon, vos inspirations, de ce que je comprends, c'est vraiment lié avec vos expériences personnelles. Qu'est-ce que vous inspire dans votre poésie? Oui, il y a des histoires personnelles, il y a des histoires du monde autour de moi, puis j'ai d'autres histoires que... Moi, j'ai travaillé longtemps en cinéma. Il m'est arrivé toutes sortes de choses. Donc, des fois, je pars d'une anecdote, puis là, j'ai créé un récit autour de ça. Puis ça a beaucoup un lien avec le terroir aussi. Des trucs qui sont arrivés, mettons, comme à Saint-Uribe. Ma mère est née à Saint-Uribe, mais il y avait 2 générations qui sont nées en même temps. Donc, j'ai un petit récit qui parle de cigogne, de toutes sortes de choses. C'est aussi un peu, pas ésotérique, là, mais mettons, je parle des dieux, je parle de Dali, je parle de John Lennon. C'est un peu dans le fond... vous avez un poème qui s'intitule « Entre chien et loup ». L'événement s'appelle « Entre chien et loup » et je sais que vous pourriez peut-être nous le lire, là, oui, pour certain. Peut-être nous donner un peu l'idée de ce que c'est. Puis aussi, dans certains poèmes, je mets une petite intro. Quand la vie se ramène à tes rêves, te fait comprendre que tu peux partager les talents enfouis au fond de ton cœur, alors la bête s'exprime. Entre chien et loup. Cette bête poilue, immobile dans cette lumière, ombre ou pénombre, dois-je l'appeler, l'amadouer, la faire mienne, docile et affectueuse? Dois-je la craindre, hurler au loup, cachée derrière le merisier, près de l'écorce, elle joue, elle m'épie, prête à attaquer, qu'en penser? Entre chienne et louve. Tout d'un coup, la poésie, les contes, les récits, aussi entre chien et loup. Merci, M. Carpentier. Je sais que vous vouliez peut-être nous en montrer d'autres poèmes. Par contre, le temps de l'émission nous sert. Aujourd'hui, on est à la dernière là, avant la pause estivale. Alors, je vais pouvoir vous dire à nos téléspectateurs de venir vous voir le 3 juillet à Saint-Casimir pour avoir plus de lecture de votre recueil. Je vous remercie à vous deux. Donc, on invite les gens à venir voir Entre chien et loup et vivre l'expérience pour votre 4e édition. Merci à vous deux de vous être déplacés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Oui, merci. Merci à vous. On va poursuivre avec le bulletin et c'est un reportage à propos de Place aux jeunes qui est donc une initiative qui fait en sorte qu'on montre à des gens qui ne sont pas de Portneuf quelle est la région pour les inciter à s'y établir. J'ai donc vécu un séjour exploratoire la semaine dernière. Voici donc mon reportage. Du 18 au 20 juin dernier, une dizaine de jeunes âgés entre 18 et 35 ans ont exploré la région de Portneuf dans le cadre d'un séjour exploratoire organisé par Place aux jeunes. L'événement avait pour lieu principal le camp de vacances du Lac-Simon. Les aspirants portneuvois se sont promenés dans plusieurs endroits comme la ferme Clair de Lune, la fromagerie des Grondines, les excursions de l'Ouest et j'en passe. Le séjour exploratoire a pour but d'intéresser les personnes hors de Portneuf à s'y installer. Place aux jeunes, partout au Québec, on accueille des jeunes qui veulent venir dans nos régions, qui sont âgés entre 18 et 35 ans, ou encore qui sont ici depuis très peu, on veut qu'ils restent. Donc, c'est ça aujourd'hui, la clientèle Place aux jeunes. On a un super de beau groupe, le fun, et jusqu'à maintenant, je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir à apprendre là, tout ce qu'il y a à faire dans le coin. On accompagne énormément d'entrepreneurs, donc soit des entrepreneurs qui déménagent dans la région, puis on les approche tout simplement, ou des jeunes qui passent par nous directement, puis qui nous parlent de leurs beaux projets. Donc, on a vraiment une région vivante dans Portneuf, puis plein de beaux projets d'entreprise. Dans les jeunes entrepreneurs qui sont amenés dans la région, on retrouve Samuel Chen Dubé qui a participé à Place aux jeunes il y a 4 ans. Ce dernier a lancé la ferme Clair de Lune qui se démarque avec son offre d'une énorme variété de légumes. Samuel fait la vente de ses produits dans le marché public de Saint-Raymond notamment. Je pense que surtout que je suis en diversité.
Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont quand même leur petit potager, mais il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à mon kiosque, qui vont faire « Ah, c'est quoi ça? J'ai pas ça, cette couleur-là, cette forme-là. » Ou ils me demandent juste des conseils aussi, puis c'est le fun de juste s'interagir. Oui, il y a un intérêt, c'est sûr. Port-Neuf, c'est un endroit à découvrir. Je dirais qu'on est beaucoup de jeunes à venir s'installer, puis il y a vraiment une nouvelle vie, il y a une nouvelle vague. Puis je dirais que c'est important aussi de montrer aux gens aussi comment on peut cultiver chez soi, qu'est-ce qu'on peut faire avec juste le petit terrain qu'on a aussi. Ouais. En plus de visiter les installations de Samuel, les membres de la cohorte de la semaine passée ont découvert un grand nombre d'activités et d'attraits tout au long du séjour. Selon Cathy Bussière, les intérêts des participants sont pris en considération lors de la mise en place d'un séjour exploratoire. Chaque participant remplit un sondage pour connaître un peu c'est quoi leurs besoins, leurs loisirs, leurs passe-temps. Donc, on bâtit vraiment le séjour en fonction des intérêts de chaque personne. Donc, par exemple, quand on a des gens justement avec un côté plus entrepreneur, on va s'assurer d'aller visiter des entreprises, des gens qui pourraient influencer là, le parcours de ces gens-là. Je sais que dans la cohorte aujourd'hui, il y a des gens qui aimaient bien le jardinage. Est-ce que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui à la ferme? Oui, exactement, c'est pour ça. Tout est lié. Ouais. Justine Clément, l'une des participantes du séjour, a d'entrée de jeu été attirée par la proximité avec la nature de la région. Moi, j'ai toujours voulu retourner en région, puis on regarde pour s'installer quelque part, mais Port-Neuf, je pense que c'est la proximité avec la nature, le plein air, les montagnes, les lacs. Puis juste à être ici depuis les derniers quelques jours, là, je trouve qu'il y a vraiment un esprit communautaire assez fort là, qui nous attire pas mal. Bien, en fait, c'est d'être avec des gens qui sont déjà ancrés dans le milieu, donc de pouvoir rencontrer des entreprises, d'autres jeunes aussi. C'est vraiment le fun de pouvoir déjà prendre l'avance pour se créer un réseau. Pour la première fois, le séjour exploratoire s'est tenu en semaine et pour les organisateurs, cet essai fut révélateur. Bien, la formule de semaine pour le séjour exploratoire, c'est la première fois qu'on l'essaye en effet. C'est sûr que la fin de semaine, les gens ont plus de temps pour se libérer, mais ceux qui sont ici avec nous cette semaine, c'est vraiment des gens, tout comme les gens la fin de semaine, mais on sent là, qu'ils se sont vraiment libérés pour être là, qu'ils veulent être présents, qu'ils veulent vivre les activités, donc ils sont super engagés dans tout ce qu'on fait. Les séjours exploratoires ont lieu autant en hiver qu'en été et s'adressent aux jeunes hors de Port-Neuf qui sont âgés entre 18 et 35 ans. C'était Danick Julien pour CJSR. Les villes de Neuville et Donnacona ont annoncé le 17 juin dernier une collaboration administrative importante visant à maximiser l'efficacité de leurs services municipaux. Ce partage de ressources humaines aide à pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Les secteurs touchés par cette collaboration sont le service incendie, le soutien administratif et le service de sécurité incendie. Côté sécurité incendie, un projet pilote de direction partagée est mis en place par les deux municipalités. Pour le maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé, l'entraide entre les deux villes est bien bénéfique. Le voici. J'aimerais dire que c'est vraiment depuis 2021 vraiment qu'on a commencé vraiment notre entente un petit peu plus détaillée de ce côté-là. Puis ça se limite pas seulement qu'au niveau d'incendie, mais au niveau de l'urbanisme également. Il y avait besoin de leur côté un inspecteur, mais après ça, en retour, ben, nous aussi, de notre côté, on a besoin de quelqu'un pour travailler à la réception, justement, du côté de l'urbanisme. C'est un échange qu'on se fait là, de personnel, puis tout ça, c'est le but. C'est d'augmenter, optimiser notre service à nos citoyens. Je pense qu'on vient de toucher l'importance de cet échange-là, de cette entente-là. Le but, c'est pas juste de satisfaire les besoins de chacune des villes, mais c'est plus de donner le service aux citoyens. Puis c'est là, je crois que l'importance est de cette entente-là. C'est le service aux citoyens. Puis ça, il ne faut pas l'oublier, c'est la personne la plus importante de chacun de notre côté. Pour Bernard Gaudreau, maire de Neuville, les services conjoints des deux villes sera bénéfique pour les citoyens. Le voici. Et nous sommes très heureux, en fait, de pouvoir confirmer que de son efficacité parce que je vous dirais qu'il y a un objectif ultime qui nous anime, c'est l'efficacité et le service aux citoyens. Et les citoyens, ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est d'avoir une accessibilité accrue, de l'efficacité, de la compétence et d'avoir, en fait, un panier de services qui permet de répondre à l'ensemble de leurs besoins. Alors, l'union fait la force et la combinaison de nos équipes respectives au service de nos citoyens.
Dans le communiqué de presse transmis aux médias, il est spécifié qu'il ne s'agit pas d'une logique de fusion, mais plutôt d'une collaboration simple, novatrice, évolutive et basée sur le respect des deux municipalités. L'appel de Lac-Sergent a débuté au mois de juin. Ses activités en tant que lieu de rassemblement. Aubert Tremblay a assisté au premier spectacle. Voici son reportage. Dimanche le 16 juin avait lieu le concert d'inauguration de la chapelle du Lac-Sergent, qui est maintenant entièrement rénovée. On a eu quelques activités qui ont eu lieu dans les dernières semaines, mais celle-là, c'était un peu notre ouverture officielle au niveau des concerts. C'était le spectacle Québec-New York, donné par le groupe vocal La Mi-Sol de Saint-Augustin de Desmaures. Pour l'occasion, le groupe avait invité la chanteuse Mylène Robitaille de Saint-Raymond. Ça a confirmé un peu ce qu'on savait, c'est que la salle est une bonne acoustique. Et dans le genre de concert qu'on a aujourd'hui, c'était merveilleux. Vous avez vu l'engouement, on avait presque 200 personnes dans la salle aujourd'hui. Il ne devrait pas y avoir d'autres concerts du genre cet été à Lac-Sergent. On a plutôt choisi d'y aller progressivement avec la nouvelle salle, en commençant par les gens de la place. Cet été, c'est plus, on veut que les gens s'accaparent la chapelle à des fins communautaires. Avant d'y aller en spectacle, on a certaines problématiques au niveau du stationnement qui vont devoir être réglées à l'avenir. Fait qu'on a des plans, ça devrait se faire pour l'an prochain. Et là, c'est quoi les activités communautaires qui se font ici? Là, voyez-vous, on a eu un service religieux, pas un service, mais un enterrement qui a eu lieu ici dernièrement. Il y a quelques groupes sociaux qui ont des rencontres qui sont prévues. On a aussi les activités communautaires des 5 et 7 qui sont faites par nos gratteux d'hiver pour ramasser leurs fonds avec des spectacles musicaux. On a aussi possiblement des spectacles du 30 jours qui vont peut-être muter ici pour le spectacle de fin d'année. Vous voyez, il y a des expositions. Là, on a l'art et culture qui va passer cet automne. Les artistes locaux, on a préparé l'aire d'aménagement pour les artistes. Et il y a quelques activités sportives ou peut-être culturelles qui vont se faire là, avec des cours pour les gens, un peu cours de yoga et autres qui pourraient se faire. Les rénovations ont été faites pour que la chapelle puisse servir à plusieurs fins. Et pour ne pas dénaturer le lieu, on a utilisé le bois des anciens bancs pour refaire les murs et l'escalier. Les modifications qu'on a faites plaisent énormément aux gens parce qu'on a réussi à garder un peu le cachet historique de la chapelle. On a récupéré les matériaux qui étaient en place et les gens se retrouvent, même si on a enlevé beaucoup de bancs et autres, les gens se retrouvent et ils retrouvent un peu l'âme de la chapelle dans l'aménagement qui a été fait. Les rénovations ont été faites étape par étape sur plusieurs années. La Ville a acquis la chapelle en 2016. Fait que la première chose qu'on a faite, ça a été, de réparer le toit qui était en urgence, qui a été fait par l'ancien conseil. Quand nous autres, on est arrivés en 2017, on a fait un comité de travail avec les citoyens. On a regroupé sur le temps des gens qui étaient du secteur, parce qu'on dit ce qui va s'y tenir, il faut que les gens soient impliqués un peu. Et on a développé un peu l'approche. On l'a fait en phase. Fait que la première chose, on voulait redonner vie à l'ancien centre-ville qui est avec la chapelle. On a commencé par les jardins communautaires et la forêt nourricière qui est un peu en bas. Par la suite, on a rénové l'extérieur de la chapelle et finalement, on a fait le projet de salle communautaire qu'on a développé. Les gens étaient toujours inquiets parce qu'il y a une population de 500 personnes. Ça fait toujours attention au budget. Fait qu'on a fait un projet qui est dans les moyens de la ville. Et là, la chorale, c'est pas une chorale d'ici? Non, c'est qu'on a un des membres de la chorale, qui est Pascal Cotet, qui est aussi dans l'organisation de la chorale. Fait qu'il tenait, puis il a travaillé beaucoup avec nous autres sur le comité et dans le développement du projet. Fait qu'il tenait à ce que son groupe soit le premier à ouvrir la chapelle. Pour tout le travail qu'il a fait, on lui a donné cette chance-là. Aubert Tremblay pour CJSR. À Saint-Raymond-de-Portneuf, un club de Scrabble est en activité depuis près de 18 ans. Dans ce club, on retrouve M. Paul Bergeron qui habite la région de Portneuf et Saint-Raymond depuis 3 ans. Ce dernier va participer en juillet au championnat mondial du Scrabble francophone en France. Pour parler de tout ça, j'ai réalisé une entrevue avec lui. Voici cette entrevue.
Alors, nous sommes présentement avec Paul Bergeron au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond pour parler du Scrabble. Il y a un club de Scrabble ici à Saint-Raymond. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Merci de l'entrevue. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez de l'expérience dans le jeu, plus de 40 ans que vous me disiez. Le Scrabble, en fait, je commençais avec ça. C'est un jeu de mots. C'est quoi le Scrabble exactement? Le jeu a été inventé par un Américain du temps de la récession de 1920, vers la fin des années 20. Puis, il était désœuvré, puis il a inventé un jeu de lettres avec des cases primes qui permettent les lettres ont des valeurs de telle sorte qu'on peut compter des points, marquer des mots, faire des mots plus chers, plus payants. Puis, c'est beaucoup une question de faire des anagrammes, changer les lettres de place de telle sorte à former des mots le plus payants possible. Quand vous parlez de duplicate, vous dites qu'il n'y a pas de facteur chance, c'est-à-dire que vous avez accès à toutes les lettres? Comment ça fonctionne? Tout le monde joue toutes les lettres de la partie, mais on joue 7 lettres à la fois comme en classique, mais de telle sorte que le tirage est annoncé par un arbitre. Il y a beaucoup de gens, c'est comme une grande classe, tout le monde regarde le juge arbitre, puis là, il annonce les lettres, tout le monde prend ces lettres-là, il y a un temps restreint pour marquer notre mot. On le donne sur un billet à un ramasseur de telle sorte qu'on marque des points. Mais une fois le coup terminé, l'arbitre annonce le mot retenu, il dit à quel endroit le mettre, puis il l'épelle, de telle sorte que tout le monde place ce mot-là sur la grille. Puis ensuite, si par exemple on a placé 5 lettres, il tire 5 nouvelles lettres et tous les joueurs prennent ces 5 mêmes lettres-là, de telle sorte qu'à tout point, à tout coup, on a toujours la même situation de jeu. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer en compétition en classique aussi. Donc, il y a les deux formules maintenant. Puis ça fait quand même plusieurs années. Sauf que c'est plus populaire au niveau de la compétition, le duplicate. Mais le classique, c'est la formule la plus jouée dans le monde, dans toutes langues confondues. C'est surtout au début une question de logique. Il faut être capable d'optimiser ses points en fonction des valeurs des lettres puis de la position des cases primes. Il y a des mots contre double, des lettres contre double, des mots contre triple, des lettres contre triple, de telle sorte que si quelqu'un a l'esprit très mathématique, logique, il y a des chances de réussir davantage que quelqu'un qui a beaucoup de compétences linguistiques, mais qui est moins habile au niveau de la logique mathématique. Mais ça pourrait être compétitif à des échelles internationales. Il faut être bon sur les deux plans, autant au niveau de la logique que la maîtrise de la langue française, des mots admis dans le dictionnaire. Et parlons justement de Scrabble, parce que vous m'avez appris, M. Bergeron, qu'il y a un championnat du monde de Scrabble auquel vous allez participer. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est une compétition qui regroupe des participants de toute la francophonie, des pays d'Europe, d'Afrique et ici du Québec. C'est la 51e édition cette année à Montauban, en France. L'année dernière, la 50e, c'était à Bulle, en Suisse. Et l'année prochaine, ça a lieu à Trois-Rivières, ici, tout près, au mois de juillet l'année prochaine. Oui, les récents championnats ont eu lieu au mois de mai au Mont-Sainte-Anne. C'était les championnats du Québec, duplicate. Oui. Puis cette compétition-là, elle a lieu à la même date à chaque année, à la fin de semaine de la mi-mai. Puis cette compétition-là, c'est une compétition relevée où tous les meilleurs joueurs du Québec viennent. Puis cette année, j'ai terminé mon meilleur rang à vie, 4e, donc il y a de l'espoir pour les moins jeunes. Parle-moi un peu du club de Saint-Raymond. Donc, vous me disiez avant qu'on commence l'entrevue, une dizaine de joueurs à peu près. Donc, il y a quand même une certaine popularité. Ça pourrait peut-être un peu plus? Il y a de la place encore dans le local et les gens sont intéressés, sont motivés. C'est des mordus. Moi, quand je suis arrivé à Saint-Raymond il y a 3 ans, le club existait déjà. Ça fait pratiquement 17-18 ans qu'il existe. Et puis, c'est un beau groupe. Puis, on se réunit ici au Centre Roland-Dion les mercredis après-midi. Les gens sont les bienvenus, mais c'est mieux de nous contacter avant parce que la capacité du local est restreinte. Comment on fait pour vous contacter? Je suis sur Facebook, Paul Bergeron, coach de Scrabble. C'est facile à trouver. On est très ouvert, puis je dis aux gens, c'est ouvert ici, on est intéressé à recruter des passionnés. Super, merci beaucoup. Merci, bonjour.
C'est ce qui complète Info CJSR avant la pause estivale. On se retrouve le 29 août. Merci à Luc, Tony, Charles, Arthur, Aubert, Carole, Suzy pour leur aide lors de la saison. On se dit donc à la fin de l'été et je vous souhaite de passer justement une très bonne fin de semaine.